Macron a prononcé le mot réparation à propos de l'esclavage. Ok, maintenant il va falloir arrêter le petit théâtre républicain, parce qu'on connaît la mise en scène. Un discours solennel, une date commémorative, une gentille formule pour la mémoire, une caméra bien placée, et puis surtout rien qui dérange trop. Si l'esclavage est reconnu comme crime contre l'humanité, la question n'est pas seulement est-ce qu'on s'en souvient, mais plutôt qu'est-ce qu'on répare. Et voilà, Macron ouvre un angle, Rosa sort le chéquier. C'est une mécanique aussi merveilleuse que bien rodée, carrément un réflexe pavlovien. On commence avec de la mémoire, on continue avec de la justice, et on finit, comme par hasard, avec l'argent des autres. Donc, avant d'expliquer qu'il faut réparer, on va déjà poser 3 questions simples. Qui a été victime? Qui est responsable? Quel préjudice précis doit être indemnisé? Sans ça, c'est pas une réparation. C'est une facture morale à durée indéterminée. Tu viens déjà de transformer un crime d'État en dossier de mutuelle. Victime, responsable, justificatif, tampon, remboursement sous 15 jours. C'est pratique. Ça permet d'avoir l'air sérieux tout en rendant toute réparation impossible. L'esclavage colonial n'a pas été une petite affaire privée entre deux planteurs mal élevés. C'était un système économique, juridique et politique. Des êtres humains arrachés, vendus, exploités, transmis, déshumanisés. Quand un État reconnaît un crime, il ne peut pas s'arrêter à une gerbe de fleurs et à un discours bien repassé. Non, la mémoire sans prélèvement obligatoire, c'est pas forcément du confort, c'est peut-être juste de la mémoire. Tu veux de la réparation juridique? D'accord. Tu identifies les familles enrichies directement par l'esclavage, tu prouves la continuité patrimoniale, tu identifies les descendants directs d'esclaves capables de prouver leur ascendance, et tu indemnises sur dossier. Là on parle de réparation. Mais faire payer des Français qui n'ont jamais possédé personne à des gens qui n'ont jamais été esclaves, c'est autre chose. C'est autre chose, oui. Ça s'appelle une responsabilité historique. Et évidemment, tu préfères la transformer en jeu de piste généalogique. Si la victime directe est morte, si les archives sont incomplètes, si le patrimoine a changé de nom 3 fois, alors circulez, il n'y a plus rien à voir. Formidable! Il suffit d'attendre assez longtemps et l'injustice devient juridiquement acceptable. Mais un crime institutionnel ne produit pas seulement des victimes individuelles. Il produit des territoires abîmés, des hiérarchies sociales, des mémoires effacées, des patrimoines accumulés. Et donc, on remplace la preuve par l'ambiance. Magnifique. C'est là que votre justice devient dangereuse. Parce qu'au moment où tu abandonnes la victime identifiable, le responsable identifiable et le préjudice prouvé, t'es plus dans la réparation, tu es dans la culpabilité héréditaire. Et ça, c'est un produit politique très rentable. Ça ne s'éteint jamais, ça ne se calcule jamais, ça ne se termine jamais. C'est une dette rechargeable, sans contrat, sans signature et surtout sans date de fin. Tu parles de dette rechargeable parce que tu refuses de voir la structure. Mais l'État, lui, adore la continuité quand elle l'arrange. Il la revendique pour les frontières, les monuments, les traités, les palais, les victoires, les grands hommes, les grands récits. Mais dès qu'il faut assumer les crimes, soudain, trou noir historique, plus personne. La France serait assez continue pour célébrer Versailles, mais trop discontinue pour regarder le code noir en face. C'est pratique cette mémoire nationale avec option effacement automatique. Ah, oui, parlons du code noir. Mais parlons-en vraiment. Parce que là, il y a une belle collection de militants stupides qui brandissent ce texte comme une preuve magique, sans l'avoir lu et sans vouloir comprendre ce qu'il faisait à l'époque. Le code noir, c'est pas un texte de liberté. Il reste dans un système esclavagiste et à une époque donnée. Mais le présenter comme l'invention sadique de l'esclavage français, c'est une connerie historique. Il encadre une horreur déjà installée. Et oui, ça change son analyse. Ah, voilà, la grande nuance arrive en escorte officielle. Le code noir encadre une horreur, très bien. Mais il encadre quoi? La possession d'êtres humains. Il fixe les règles d'un monde où l'on peut vendre, transmettre, punir, contrôler des personnes comme des biens. Alors oui, on peut étudier le contexte. On doit même l'étudier. Mais si le contexte sert à mettre une petite nappe brodée sur la domination, non merci. Le cœur du texte reste là. L'État organise l'esclavage. Non, justement, il faut arrêter avec cette paresse. Avant ce type d'encadrement, dans les colonies, les maîtres disposent d'un pouvoir énorme. Ils maltraitent, ils abandonnent, ils punissent, parfois ils tuent, et avec un arbitraire beaucoup plus large. Le code noir impose des obligations, nourriture, habillement, encadrement religieux, entretien des malades, des infirmes, limite à certains abus, rappelle que le maître n'est pas un petit roi privé. C'est pas une déclaration des droits de l'homme, c'est une avancée juridique relative dans un système criminel. Et refuser ça, c'est juste refuser de faire de l'histoire. Et ce fait ne t'absout de rien. Un État qui encadre l'esclavage ne cesse pas d'être responsable. Il choisit de composer avec le crime au lieu de le briser. Il choisit d'administrer la barbarie avec un tampon royal. Et aujourd'hui, quand on parle de réparation, ce n'est pas parce qu'on découvre soudain que l'esclavage était mal. C'est parce qu'on refuse que cette histoire soit rangée dans une vitrine, pendant que ses effets restent traités comme de simples accidents sociaux. Administrer la barbarie. Très joli. Mais justement, l'histoire réelle est rarement aussi idyllique que vos grandes formules. Entre l'arbitraire total des maîtres et l'abolition, il y a eu des étapes. Et le code noir fait partie de ces étapes. Il ne blanchit rien, il ne sanctifie rien. Il montre seulement qu'un pouvoir central a tenté de borner un système criminel qu'il ne pouvait pas abolir immédiatement sans affronter tout l'appareil colonial. C'est pas une excuse. C'est précisément ce que les militants stupides refusent de comprendre. Un texte peut encadrer une horreur sans cesser d'être une horreur. Mais ça reste un premier pas. Non, c'est refuser que la complexité historique serve de matelas aux responsabilités politiques. Moi, je ne demande pas une histoire pour enfants. Je demande une histoire complète. Le code noir, la traite, les résistances, les abolitions, les révoltes, les fortunes, les ports, les colonies, les silences. Et surtout, j'en ai assez qu'on transforme la connaissance en cul-de-sac. On explique, on documente, on commémore. Et puis on s'arrête juste avant la question qui fâche. Que fait-on maintenant?
Eh ben, des choix. Encore faut-il que ce soit de bons choix. Enseigner le code noir? Oui. Enseigner l'esclavage? Oui. Enseigner les traites européennes, africaines, arabes, les royaumes vendeurs, les circuits économiques, les abolitionnistes, les révoltes? Oui. Mais transformer des gamins de 12 ans en débiteurs moraux d'un crime qu'ils n'ont pas commis? Non. L'école transmet l'histoire. Mais elle n'organise pas une séance de flagellation républicaine entre deux cours de maths. Personne ne demande à des enfants de se fouetter avec leur cahier d'histoire. Mais dès qu'on veut enseigner un crime français, tu sors l'alarme culpabilisation. C'est facile. On parle d'esclavage. Et hop, la vraie victime devient l'élève qui risque d'apprendre quelque chose de désagréable. Un pays adulte n'a pas besoin d'une histoire lavée à l'eau tiède. Il peut dire « voilà nos grandeurs, voilà nos crimes ». C'est pas haïr la France. C'est arrêter de lui raconter des contes pour dormir debout. Non. Ce que je refuse, c'est une France assignée. Une France où l'on trie les enfants entre héritiers symboliques des coupables et héritiers symboliques des victimes. C'est une connerie dangereuse. Tu veux enseigner l'histoire? Parfait, enseignons tout. Mais si le programme devient France coupable, victime descendant, maintenant on paye, alors c'est plus de l'histoire. C'est du catéchisme politique déguisé en manuel scolaire. Tu vois, c'est exactement ça. Tu entends réparer, tu traduis immédiatement par culpabiliser. Mais réparer, c'est pas nécessairement distribuer des chèques au hasard. Ça peut être territorial, éducatif, culturel, économique. Ça peut concerner les outre-mer, les archives, les musées, les programmes de recherche, les infrastructures, les mémoires locales. C'est pas punir les vivants, c'est regarder où l'histoire a laissé des traces matérielles. Avant de descendre dans le concret, dites-nous déjà si ce débat vous paraît utile. Si vous voulez nous voir continuer à nous affronter, sans les phrases prémâchées des plateaux télé. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un pouce en l'air. Parce que là, on quitte les grands mots. On va parler robinet, école, hôpitaux, prix, sécurité. Le moment où la mémoire arrête de poser pour la photo et commence à coûter quelque chose. Alors descendons dans le réel. On a parlé mémoire, code noir, culpabilité et réparation. Maintenant, parlons robinet, route, école, hôpitaux, prix, sécurité. Parce que c'est là que le discours devient une politique. Une chose est de dire « il faut réparer l'histoire ». Une autre, c'est de dire qui fait quoi, où, avec quel argent et avec quel résultat mesurable. Justement, les territoires ultramarins n'ont pas été fabriqués hors de l'histoire, dans une petite bulle administrative neutre. Leur économie, leur rapport à la métropole, leur dépendance, leur fracture sociale, leur sous-équipement, tout cela s'inscrit dans une longue histoire coloniale. Alors oui, il faut des robinets qui fonctionnent. Mais il faut aussi comprendre pourquoi certains territoires attendent encore ce que d'autres considèrent comme normal. L'histoire n'est pas une décoration, elle explique le présent. Elle l'explique, elle ne remplace pas le pilotage. Les Outre-mer ont des problèmes réels. Eau, prix, logement, santé, sécurité, infrastructure, dépendance économique. On est d'accord. On les traite parce que ce sont des Français aujourd'hui, pas parce qu'il faut coller une étiquette mémoriale sur chaque robinet cassé. Tu veux de l'eau potable? Parfait. Mais appelle ça une politique d'égalité territoriale, pas une réparation mystique avec un ruban commémoratif autour du tuyau. Mais l'égalité territoriale, c'est pas un bouton magique qu'on appuie depuis Paris en découvrant soudain que la Guadeloupe, la Martinique ou la Guyane existent. Les dépendances économiques, les retards, les monopoles, les fractures sociales ont une histoire. Et quand cette histoire est coloniale, esclavagiste, puis post-coloniale, la traiter comme un simple bug administratif, c'est confortable. Ça évite de dire « certains territoires ont longtemps servi d'arrière-cour, et aujourd'hui on s'étonne que la maison principale soit mieux équipée ». Non, ce qui est confortable, c'est de partir d'un problème concret, de l'envelopper de mémoire et de créer un fonds, une commission, un rapport, un comité, 3 experts, 2 associations, et au bout du chemin, un robinet qui fuit toujours. Moi je veux des résultats. Eau potable, sécurité, école, hôpital. Concurrence contre les monopoles locaux, contrôle des dépenses, responsable identifié. Pas de la moraline subventionnée qui sèche au soleil. La moraline, c'est ton mot pour tout ce qui dépasse ton tableur. Parce que dès qu'une politique publique touche à l'histoire, aux discriminations, aux héritages, tu cries à l'usine à gaz. Mais une réparation sérieuse, c'est pas juste un budget. C'est ouvrir des archives, investir dans l'eau, l'école, financer les lieux de mémoire, soutenir la recherche, contrôler les fonds, publier les résultats. Bref, réparer concrètement, pas réciter 3 larmes devant une plaque. Merci. Donc, tout le monde paye. Qu'on arrête le petit numéro, personne ne veut faire payer les Français d'aujourd'hui. Bien sûr que si. Tes fonds, tes investissements, tes programmes, tes dispositifs territoriaux, ils sont financés comment? Par l'argent magique de la mémoire? Non, par l'impôt. Tu refuses la culpabilité individuelle en théorie, mais dans la pratique, tu veux toujours faire chauffer la carte bleue collective. Et toi, tu fais semblant de découvrir que l'impôt finance des choix collectifs. Quelle surprise! Un libertarien découvre l'État. Épisode 438. On finance bien les conséquences de décisions prises avant notre naissance. On paye des dettes publiques qu'on n'a pas votées, on entretient des monuments qu'on n'a pas construits, on assume des traités qu'on n'a pas signés. La continuité collective existe quand elle sert l'ordre établi. Elle disparaît miraculeusement quand elle oblige à regarder les dominations. Non. Ce qui est pratique, c'est votre état extensible. Quand il faut reconnaître, il reconnaît. Quand il faut financer, il finance. Quand il faut enseigner, il enseigne. Quand il faut réparer, il répare. Et quand il faut payer, il découvre le contribuable. Toujours la même histoire. Une grande cause, un grand mot, une grande émotion, et derrière, la carte bleue nationale qui chauffe à chaque fois. C'est beau, mais c'est on ne peut plus ruineux à la longue. Tu appelles ça ruineux parce que tu ne comptes jamais les coûts de l'injustice. L'absence d'infrastructures coûte, l'effacement de la mémoire coûte, les inégalités territoriales coûtent, la défiance coûte, le sentiment d'abandon coûte, l'histoire mal transmise coûte.
Quand l'État refuse de réparer, il ne devient pas neutre. Il laisse les fractures s'accumuler. Et après, les mêmes viendront s'étonner que le pays se fragmente. La non-réparation aussi a un coût. Le commun ne se reconstruit pas avec une dette morale infinie. Il se reconstruit avec des règles claires. Un État qui protège, une justice qui juge, une école qui instruit, une police qui sécurise, des infrastructures qui fonctionnent, une économie qui permet de travailler. Si une mesure améliore réellement la vie des Français d'outre-mer, je peux l'entendre. Mais si elle sert surtout à créer une administration mémorielle, je la démonte. Les vivants ont besoin de résultats, pas de cérémonies payantes. Les vivants aussi ont besoin de sens. Un pays n'est pas seulement un réseau de tuyaux, de routes et de contrats. Même si je sais que dit comme ça gâche un peu ton rêve de nation gérée sous XL. Une nation, c'est aussi une histoire commune. Et une histoire commune ne tient pas si elle refuse de regarder ses crimes. Réparer, ce n'est pas transformer le passé en rente. C'est dire, nous savons ce qui a été organisé, nous savons ce qui a été effacé, et nous choisissons de faire autre chose que de déposer une couronne. Faire autre chose. Traduction, mettre les moyens. On y revient toujours. Macron agite une abrogation symbolique qui ne coûte rien. Rosa veut un processus contraignant, des budgets, des consultations, des commissions. Et à la fin, le Français moyen, qui n'a jamais vendu personne, jamais possédé personne, jamais hérité d'une plantation, découvre qu'il doit sortir sa carte bleue pour une dette historique dont personne ne lui avait parlé. Tu te fous de nous. Avec toi, même la repentance finit par demander le code à 4 chiffres. Ce Français moyen dont tu parles, on le prend surtout pour un imbécile quand on lui dit que toute réparation serait dirigée contre lui. Ce n'est pas lui l'ennemi. L'ennemi, c'est la lâcheté politique. C'est le pouvoir qui commémore sans agir. C'est l'État qui reconnaît un crime, mais refuse d'en tirer une politique publique. Macron prononce réparation. Ok, maintenant il faut savoir si ce mot ouvre une action ou seulement une parenthèse médiatique. Je veux surtout savoir si ça vaut une facture. Parce qu'un mot présidentiel en France, ça finit rarement seul. Il attire une commission, la commission attire un rapport, le rapport attire une proposition, la proposition attire un budget, et le budget réclame de l'argent, donc des impôts. Alors oui, je demande des critères avant l'émotion. Qui paye, combien, à qui, pourquoi et jusqu'à quand. Quant à moi, je demande ce que vaut une mémoire qui ne veut jamais passer l'épreuve du réel. Si Macron ne veut pas de budget, qu'il le dise. S'il ne veut qu'une abrogation symbolique du code noir, qu'il le dise. S'il veut seulement une phrase historique pour paraître courageux sans rien risquer, qu'il le dise aussi. Mais qu'on arrête de faire croire qu'un crime reconnu peut être traité éternellement par des symboles gratuits. Une réparation floue est insuffisante, mais une mémoire sans réparation est une fuite. Une réparation floue n'est pas insuffisante, elle est dangereuse. Elle commence en morale et termine en prélèvement. Elle parle de mémoire et finit en guichet. Elle dit structure pour éviter contribuable. Elle dit territoire pour éviter critère. Elle dit justice historique pour éviter preuve. Moi, je ne refuse pas de regarder l'histoire. Par contre, je refuse qu'on la transforme en abonnement fiscal. Mais l'histoire produit des obligations, pas seulement des connaissances. Quand une société reconnaît qu'un crime a été commis en son nom, par ses institutions, dans ses colonies, avec ses textes, ses ports, ses profits, elle ne peut pas se contenter de dire « c'était compliqué ». Oui, ça l'était. Les dominations le sont toujours. Elles deviennent très complexes au moment où il faut réparer, et très simples quand il faut encaisser. Et la morale ne doit jamais devenir le refuge confortable de ceux qui refusent toute limite. Tu veux des conséquences? D'accord. Enseignons l'histoire complète, ouvrons les archives, nommons les responsabilités documentées, aidons les territoires français avec des objectifs mesurables, poursuivons les patrimoines prouvés, si preuve il y a, mais pas de réparation collective floue, pas de culpabilité héréditaire, pas de dette sans fin, pas de chèque moral signé par des gens qui n'ont rien commis. Tu vois, même là, tu admets qu'il peut y avoir des responsabilités documentées, donc la porte existe. La question, c'est ce qu'on accepte d'y faire passer. Moi, je veux des historiens, des élus ultramarins, des archives ouvertes, des budgets débattus, des objectifs assumés, pas un guichet magique, pas une culpabilité vague, une politique de réparation construite, contrôlée, démocratique. Mais évidemment, dès qu'il y a le mot budget, tu te mets à trembler comme si Robespierre venait saisir ta carte bleue. Donc, exactement ce que je disais. Historiens, élus, associations, rapports et sacro-saint budget. On dirait le bingo de la dépense publique. Et bien sûr, tout sera démocratique, c'est-à-dire financé par des gens qui n'auront pas le droit de dire non sans être accusés de nier l'histoire. Tu crées une cause moralement imprenable, puis tu ranges toute objection dans la case cynisme, racisme ou refus de mémoire. Très pratique. Et très dangereux. Non, si l'objection est légitime, le refus automatique ne l'est pas. On peut débattre des formes, des montants, des bénéficiaires, des priorités. Mais dire d'avance que rien ne doit exister parce que la preuve individuelle serait difficile, c'est verrouiller le débat avant même qu'il ne commence. Les systèmes de domination adorent ça. Attendre assez longtemps pour que toute réparation devienne impraticable, puis appeler cette impossibilité prudence juridique. C'est génial, à la fois poli et sacrément commode. Non. Appeler justice ce qui ne se prouve pas, c'est dangereux. Tu veux combattre une domination passée en créant une injustice présente. Tu veux combattre un crime réel avec une responsabilité diluée sur des innocents. C'est là notre fracture. Pour toi, l'État peut transformer une faute historique en obligation collective contemporaine. Pour moi, l'État n'a pas le droit d'inventer des débiteurs quand il n'a pas de responsable prouvé. Notre fracture est plus profonde que ça. Moi, je crois qu'une république doit regarder les blessures qu'elle a produites, même quand elles dérangent son récit national. Je crois que l'État peut être autre chose qu'un notaire glacé qui classe les morts parce que les dossiers sont trop vieux. Pour moi, la mémoire qui ne répare pas protège les vainqueurs. Pour toi, la mémoire qui facture invente des débiteurs. Voilà le désaccord. Et moi, je refuse que la prudence juridique devienne un service après-vente de l'impunité historique. Je refuse qu'un pays transforme son histoire en dette permanente. Reconnaître l'esclavage comme crime, oui. Enseigner le code noir, ok.
aider concrètement les territoires français qui vivent mal, d'accord. Mais faire payer des vivants non responsables à des descendants non directement victimes, sans preuve claire, sans montant, sans borne et sans fin, pas question. Ça, c'est pas de la justice. C'est de la culpabilité héréditaire administrée par l'État. Alors au moins que le débat soit clair. Si Macron prononce réparation, il doit dire ce qu'il met derrière. S'il ne veut que du symbole, qu'il l'assume. S'il veut une politique, qu'il ouvre le chantier. Et vous, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Réparation nécessaire, symbole suffisant ou dérive dangereuse? Mettez un pouce, en haut, en bas, peu importe. Au moins qu'on voit si ce débat vous fait réagir. Nous ne pouvons pas continuer avec une république qui commémore ses crimes comme on visite un musée, en silence, sans toucher à rien. Le code noir n'est pas seulement un vieux texte, c'est un rappel brutal. Le droit peut organiser l'injustice. Aujourd'hui, il doit aussi pouvoir organiser la réparation. La France n'a pas à se haïr pour se réparer, mais elle doit arrêter de croire qu'une cérémonie suffit à fermer une blessure historique. Attention, assumer pour Macron, ça veut dire ne surtout plus aborder le sujet. Mais sinon, Rosa, tu dois arrêter de croire qu'une blessure historique autorise toutes les extensions de l'État. Voilà le choix. Soit on enseigne, on documente, on aide concrètement, on poursuit les responsabilités prouvées et on améliore la vie des citoyens actuels. Soit on ouvre une dette morale sans limite, avec des mots nobles, des commissions généreuses et l'argent des gens qui n'ont rien fait. Moi, je choisis la première option. Parce qu'un pays qui veut réparer sans preuve finit toujours par punir au hasard. Et ça, même emballé dans de la mémoire, ça reste une connerie monumentale.